Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et tout de suite, Philippe David reçoit Adrien Matou, journaliste d'investigation au magazine Marianne et auteur de ce livre, de cette enquête, Mélenchon, la chute, que vous pouvez voir en Facebook Live si vous êtes connecté, aux éditions du Rocher. Bonjour Adrien Matou. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors, dans le prologue, je le montre pour le Facebook Live, pour les vidéos, dans le prologue de votre livre, vous parlez du déni de réalité de Jean-Luc Mélenchon le soir du premier tour de la présidentielle. Pouvez-vous nous raconter ce déni et nous expliquer à votre avis pourquoi ce déni ? Il ne veut pas accepter les résultats, en clair. Je pense que c'est un déni qui naît d'une immense déception, parce que Jean-Luc Mélenchon s'était persuadé, vraiment il le pensait au fond de lui-même, qu'il allait se qualifier pour le second tour. Si on se projette il y a 3 ans, on peut se rappeler quand même qu'il y avait une dynamique assez impressionnante de Jean-Luc Mélenchon qui était parti assez bas dans les sondages. Il était même loin derrière Benoît Hamon en janvier. Il avait fait une remontée spectaculaire. Et il avait tellement le vent en poupe qu'il s'était auto-persuadé finalement que ça y est, c'était son heure était venue, il allait se qualifier pour le second tour. Et du coup, quand le résultat tombe à 20h, il est 4e à ce moment-là, juste derrière François Fillon. Mais il y a quand même 600 000 voix. Voilà, il y a à 600 000 voix près. Il y a quand même un écart qui est assez faible. Et quelque part, je pense qu'il y a l'envie chez lui de se dire c'est pas possible, je vais me qualifier. D'autant que et là, c'est peut-être un petit peu, on peut considérer que c'est en partie rationnel. Les votes des grandes villes ne sont pas encore tombés. Les grandes villes sont plus favorables à Jean-Luc Mélenchon que les zones très rurales. Donc voilà, il y a la volonté de croire, même si à ce moment-là, on sait déjà que ce sera impossible, qu'il va se qualifier pour le second tour. Donc il donne consigne aux autres insoumis qui sont sur les plateaux télé pour réagir en direct de ne pas déclarer la défaite. Et il y a des longues minutes qui vont se passer. Et finalement, quand on prend un peu de recul, on peut se dire que la chute de Jean-Luc Mélenchon, elle commence dès les résultats du premier tour, puisque cette réaction a été très mal perçue. Alors justement, vous commencez par ce bilan au début, ensuite vous parlez de la France insoumise. Dans le premier chapitre, vous parlez des propositions économiques des insoumis et vous faites le parallèle avec le tournant de la rigueur fait par François Mitterrand en 1983. Oui, parce que finalement, ce qui est assez étonnant chez Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est un mitterrandiste constant. C'est-à-dire que contrairement à beaucoup de gens dans la gauche radicale, et notamment au sein de la France insoumise, c'est quelqu'un qui n'a pas de mots durs pour François Mitterrand. Alors que dans cette tradition politique-là, on va dire que la doxa, c'est de dire François Mitterrand a été élu en 81, il a fait un bon programme pendant 2 ans, et après ça a été la trahison avec la politique de la rigueur. Bon, François Mitterrand, Jean-Luc Mélenchon, n'est pas comme ça parce qu'il a une espèce de fidélité qui le lie à François Mitterrand. Ceci dit, je fais le parallèle parce que le programme de Jean-Luc Mélenchon en 2017, et qui sera d'ailleurs à peu près le même en 2022, il est souvent caricaturé il va transformer la France en Venezuela, c'est un bolchevique, etc. Non, en réalité, c'est plutôt un programme qui est très inspiré de ce qu'a fait François Mitterrand en 1980. C'est un programme socialiste au sens strict. Mais avec une différence, c'est qu'en 1981, la France n'avait pas de dette et les caisses étaient pleines. Oui, et puis la France n'était pas dans l'Union européenne. Si elle était dans l'europe, mais il y avait le serpent monétaire, il n'y avait pas l'euro, il n'y avait pas les critères de Maastricht, il n'y avait pas le pacte de stabilité, etc. Il n'y avait pas toutes les 4 grandes libertés qui ouvraient un petit peu les frontières. Bon, alors, le programme tient compte, évidemment, de cette évolution de la situation, mais on va dire que l'horizon qui est en gros une espèce de social-démocratie radicalisée, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas le capitalisme, mais on le restreint fortement avec une forte intervention de l'État, il est un peu le même qu'en 81. Mais alors, juste une question, il soutenait beaucoup, par exemple, Syriza en Grèce, ouais. Et Syriza, quand il a eu le couteau sous la gorge par la Troïka, FMI, Banque Centrale Européenne, Commission Européenne, il a dû revenir complètement sur son programme. Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ça, c'est sûr. Est-ce que, si jamais Jean-Luc Mélenchon était élu dans 1 an et demi, il ne se retrouverait pas exactement dans la même position que Syriza quelques années plus tôt ? Ouais. Alors, l'épisode Syriza, il a fait réfléchir toute la gauche française et européenne pour se dire justement, bon, qu'est-ce qui arrive si on arrive avec notre programme, on veut changer l'Europe, on veut changer les choses, et il y a ce que François Mitterrand appelait le mur de l'argent. Bon, là, c'est un peu le mur de l'Europe qui se dresse face à nous. Comment faire ? Alors, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a d'ailleurs pas de mots assez durs contre Syriza depuis 2014, il a beaucoup réfléchi, et en fait, il est venu avec une solution
qui repose sur deux principes. Le premier est de dire que la France n'est pas la Grèce. La France pèse beaucoup plus que la Grèce en Europe. Donc ce qui est juste. Ce qui est vrai. C'est un peu une citation d'Audiard, quand les hommes de 120 kilos parlent, ceux de 40 kilos ont une sérieuse tendance à les écouter. Et la France, c'est plutôt 120 kilos et la Grèce 40, toute mouillée. Exactement, voilà. Donc la France, évidemment, la voix de la France pèse plus que la voix de la Grèce en Europe. Et le deuxième principe était de dire, en fait, contrairement à Alexis Tsipras qui avait dû renoncer, nous, si on était élus, on assumerait une confrontation avec l'Allemagne et les institutions européennes qui sont en réalité alignées sur l'Allemagne. Et en fait, alors là, c'était le plan de 2017. Ça a un petit peu changé depuis, mais l'idée se résume en une phrase qui était « l'Europe, on la change ou on la quitte ». Donc en gros, l'idée, c'était d'arriver et de dire « nous, la France ». On veut changer les choses en Europe, on veut faire une Europe sociale, comme on dit tout le temps. Si vous refusez de faire l'Europe sociale, c'est très simple, nous on part. La France propose aux Français de quitter l'Union européenne. Le Frexit. Voilà. Alors le mot n'est pas utilisé par les insoumis parce qu'il est très connoté et qu'il effraie beaucoup de gens, mais en fait c'était l'idée. Et alors ça a évolué depuis. La France insoumise a modéré ses positions. Mais en tout cas, l'idée de 2017, c'était ça. Mais justement, quelles sont-elles aujourd'hui, ces positions sur l'Europe, notamment ? Alors, bien malin qui pourrait le dire, parce que je pense que même beaucoup d'insoumis ne sont pas certains de quelle est la ligne officielle. Alors là, en fait, on est passé de l'Europe, on la change ou on la quitte, à sortir des traités européens. Alors en gros, ce qui n'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose, effectivement. Alors l'idée, en gros, si on analyse ça d'un point de vue un petit peu tactique, c'est de dire... on est honnête avec les gens, et alors ça pour le coup il faut l'accorder aux insoumis, contrairement à beaucoup de gens de gauche qui prétendent qu'ils pourront faire un programme économique de gauche dans le cadre de l'Union européenne, les insoumis ne mentent pas. C'est-à-dire qu'ils disent c'est impossible, et c'est vrai que c'est impossible pour tout un tas de raisons qu'on pourrait détailler. Par contre, on admet cette réalité-là, mais on a aussi conscience que si aujourd'hui on dit aux Français on va quitter l'Union européenne, il y a une majorité de gens qui sont effrayés et qui sont persuadés, à tort ou à raison, que ce sera le chaos. Donc en gros, on bricole un espèce d'entre-deux en disant nous en fait on va rester dans l'Union européenne, mais on va arrêter d'obéir au contenu des traités européens qui nous empêchent de mener notre politique. Ce qui est une ligne un petit peu, on se demande un peu ce qui se passerait en pratique. Si vous regardez le programme aujourd'hui des Insoumis, c'est on arrive, on essaie de renégocier les traités, ça n'a pas changé. Mais en gros, si ça ne marche pas, on va juste obéir à ce qui nous convient, et le reste on va désobéir. Enfin, c'est un petit peu flou. Et en fait, ça naît d'une volonté de séduire une partie de l'électorat, mais on est sur un discours moins clair qu'en 2017. Après l'économie, vous parlez beaucoup de laïcité, vous parlez en particulier d'ensemble. Le mouvement dont font partie Daniel Obono et Clémentine Autain, ainsi que la présence en filigrane du PIR, le Parti des indigènes de la République. Ouais. Alors ça c'est un des phénomènes les plus marquants de la France insoumise entre 2017 et aujourd'hui, c'est-à-dire que la France insoumise était sur une ligne laïque plutôt claire il y a 3 ans, ça a beaucoup changé et la France insoumise est un mouvement, on en reparlera peut-être, un mouvement gazeux qui agrège beaucoup de forces politiques très différentes, et parmi ces forces-là il y a Ensemble qui est un groupuscule trotskiste et qui adhère à toutes les thèses indigéniste, décolonial, intersectionnel, qui en gros considère que la laïcité est avant tout quelque chose qui oppresse les minorités. Et finalement, Jean-Luc Mélenchon s'est fait influencer par toute cette mouvance-là. Et en fait, les gens à l'opposé, qui étaient les plus laïques, les plus durs, entre guillemets, ils ont été marginalisés. Voire, ils sont partis, comme Georgi Kuzmanovic et François Coq. Voilà. Certains ont été traités de nationalistes, d'autres d'islamophobes, de racistes, etc. Et finalement, alors je ne dis pas que c'est Daniel Obono et Clémentine Autain qui décident de la France insoumise, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui décide, mais influencé par cette tendance-là, il s'est dit je vais faire évoluer mon discours. Vous avez parlé des trotskistes, est-ce que quelque part ils ont infiltré la France insoumise comme ils avaient infiltré le PS à l'époque, avec un certain Lionel Jospin ou un certain Jean-Luc Mélenchon? Ouais, de toute façon, l'entrisme, c'est la culture des trotskistes, donc oui. C'est quand même, ils sont assez bons en la matière. Alors ceci dit, les trotskistes, c'est compliqué de dire les trotskistes, parce que les trotskistes, vous avez lutte ouvrière, qui sont quand même, ce serait compliqué de dire que c'est des intersectionnels anti-laïques, et vous avez de l'autre côté le NPA, où pour le coup ils sont complètement acquis à ces thèses-là. Donc il y a une partie trotskiste de la France insoumise, mais Jean-Luc Mélenchon lui-même est issu du trotskisme. Mais en tout cas, voilà, cette partie intersectionnelle, décoloniale, qui en fait est dans une forme de complaisance à l'égard de l'islamisme.
elle a largement influencé la ligne de la France Insoumise. On le voit, il suffit de constater l'évolution des discours de Mélenchon entre 2017 et aujourd'hui pour voir qu'ils ont réussi leur coup sur le plan du politique. Et en revenant juste sur la laïcité, il y a un discours en surface de Jean-Luc Mélenchon qui a l'air de plutôt cautionner les thèses du mouvement Ensemble. Mais est-ce qu'au fond de lui et dans les discussions en interne, il cautionne toutes ces thèses ? Ça, c'est la grande question. C'est une bonne question. Ouais, donc. Oui, parce que même moi, après plusieurs mois d'enquête, je me la pose encore. Vous avez beaucoup de cadres insoumis qui sont sincèrement laïcs. Il y en a encore plein. D'ailleurs, quand on entend « oui, les insoumis sont des islamo-gauchistes, etc. », ça n'a pas de sens en réalité. Après l'assassinat de Samuel Paty, Jean-Luc Mélenchon a une ligne plutôt claire. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, la France Insoumise n'est pas un parti islamo-gauchiste. Mais par contre, la France Insoumise est un parti qui a fait évoluer son discours et beaucoup de laïcs sont restés parce qu'ils se disent c'est vrai, Jean-Luc a changé de ton et il dit des choses qui ne nous plaisent pas, mais on sait qu'il est resté le même. Oui. S'il était au pouvoir, on sait qu'il serait laïque. Certains, à l'opposé, sont partis en disant non, c'est inacceptable de louvoyer comme ça sur des thèmes aussi importants. Et nous, on trouve ça injustifiable. Mais sont très médiatisés Clémentine Autain, Daniel Obono et parfois Éric Coquerel. Et qui sont ces autres insoumis qui justement ont une voix un peu dissonante sur ces sujets ? Par exemple, alors le problème, c'est qu'ils n'osent plus trop. C'est des gens qui sont très fidèles à Mélenchon et qui le suivent dans tous ceux qui sont restés, qui le suivent dans tous ses louvoiements. Donc, par exemple, des gens comme Adrien Quatennens ou Alexis Corbière sont des gens qui historiquement sont attachés à la laïcité et qui sont des républicains. Par contre, ils n'osent pas, entre guillemets, ou en tout cas ils ont fait le choix de ne pas s'opposer à Jean-Luc Mélenchon quand celui-ci se montrait un petit peu complaisant à l'égard de l'islamisme. Mais en interne, évidemment que ça discute. Mélenchon, la chute, on va continuer dans quelques instants, on va continuer avec Adrien Matou donc pendant un quart d'heure et puis avec vous, auditeurs, au 0826 300 300. Je rappelle le livre d'Adrien Matou, Mélenchon, la chute, aux éditions du Rocher. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Et Philippe David qui est évidemment avec Adrien Matou qui publie ce livre et qui a des airs d'enquête. Mélenchon, la chute, aux éditions du Rocher, comment la France insoumise s'est effondrée. Ah, c'est une enquête bien fouillée d'ailleurs. Alors justement, Adrien Matou, vous avez un chapitre qui s'appelle « De Gaulle de gauche ou ami des dictateurs ?» Point d'interrogation. Quelle est votre réponse ? En fait, c'est... Par exemple, il n'arrivait pas à dire quand Castro était vivant, fidèle, que c'était un dictateur. C'est vrai, c'est vrai. Alors justement, je pointe deux accusations qui sont qui sont faites à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon. L'accusation classique contre Jean-Luc Mélenchon, c'est de dire effectivement que c'est un ami des dictateurs, mais pas seulement Fidel Castro ou Hugo Chavez. Il y a aussi l'accusation plus répandue à gauche de proximité avec Poutine. Parce que Jean-Luc Mélenchon a une vision géopolitique qui est en fait assez originale, assez peu répandue, notamment à gauche, qui réfléchit. La gauche réfléchit assez peu à ces questions en général et se contente d'une vision un petit peu bisounours des relations internationales. Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu l'inverse. C'est un de ses dadas. Il s'intéresse beaucoup à la question et il a bâti une espèce de doctrine qui mélange des éléments de gaullisme, c'est-à-dire que l'indépendance de la France est au cœur de sa pensée, avec des éléments plus traditionnels à gauche, d'internationalisme ou de tiers-mondisme. Et finalement, il a bricolé une doctrine qui consiste en fait à faire sortir la France. Alors évidemment, on se place dans l'hypothèse où Jean-Luc Mélenchon est président, oui. il faut le préciser, qui n'est pas la moins ambitieuse des hypothèses, où la France sortirait de l'OTAN, par exemple, et où elle opérerait un renversement d'alliance, où plutôt que d'être proche des États-Unis et du camp atlantiste, pour résumer, on se rapprocherait des puissances émergentes, donc la Russie, la Chine, le Brésil. Et en fait, finalement, quand on y pense, c'est un petit peu inspiré de la politique de De Gaulle. De Gaulle disait, même avec un petit verre, on peut trinquer avec tout le monde. Et en gros, c'était ça l'idée, c'était de se positionner entre le bloc soviétique. C'est pas faux d'ailleurs. C'est pas faux. Pour que la France existe au plan international, plutôt que de s'aligner derrière les États-Unis, De Gaulle avait décidé de se rapprocher d'un petit peu toutes les puissances émergentes. On se souvient du discours au Mexique, discours au Québec. Discours de Phnom Penh. 66, ça a été la France qui reconnaît la Chine. Ça a déclenché l'ire des États-Unis. Exactement. En 66, entre le discours de Phnom Penh et la sortie des bases américaines de France, c'était... Exactement. La France, un des premiers pays à reconnaître la Chine communiste. Il y a beaucoup de choses. Et finalement, Mélenchon s'est un petit peu inspiré de cette doctrine-là, dans le but de faire exister la France au plan international s'il était élu président. Un des chapitres s'appelle « Les insoumis contre le parti médiatique ». Est-ce qu'ils sont si mal traités que ça dans les médias ?
Bah oui, en partie. C'est-à-dire que C'est pour ça qu'on vous pose la question. c'est-à-dire que, alors c'est vrai que les Insoumis ont choisi une stratégie de violente confrontation avec les médias qui parfois est caricaturale. C'est-à-dire que pour eux, les médias sont la seconde peau du système et que en gros les médias s'acharnent contre les Insoumis, veulent absolument faire tomber les Insoumis. Et c'est vrai qu'il y a une sensibilité à la critique chez les Insoumis, j'ai pu le constater moi-même, qui est assez forte. Ceci dit, ils ont en partie raison, c'est-à-dire que, à mon avis, mais c'est pas propre aux Insoumis, c'est-à-dire que le système médiatique tel qu'il fonctionne, c'est pas forcément le cas de Sud Radio, mais je parle des grands médias, des médias mainstream. Évidemment qu'il y a des préférences. Qui pourrait nier qu'en 2017, les grands médias ont été plus bienveillants à l'égard d'Emmanuel Macron que de Jean-Luc Mélenchon? À mon avis, peu de monde. Et quand on voit comment Jean-Luc Mélenchon est parfois traité dans des émissions, par exemple la focalisation sur le Venezuela, on a l'impression que le Venezuela devient un pays d'importance majeure dès que Jean-Luc Mélenchon est invité dans les grands médias. On a l'impression que le Venezuela est au Conseil de sécurité de l'ONU pratiquement. Exactement. Ça traduit quand même un biais. Et il faut dire la vérité, dans les grands médias, les principaux journalistes et surtout éditorialistes, les journalistes qui donnent leur avis sur la politique, ils sont très hostiles à Jean-Luc Mélenchon, comme ils sont très hostiles à Marine Le Pen par ailleurs. Puis c'est vrai qu'on les entend souvent sur des problématiques très conjoncturelles, sociales, sociétales, et on entend très rarement le déroulement de leur programme économique et géopolitique, parce que c'est une des premières fois que j'entends justement l'envie, l'intention de se rapprocher de la Russie, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon. Oui, bien sûr. Par exemple, sur le sujet du programme économique, puisqu'on en parle, il faut dire la vérité, le programme économique de Jean-Luc Mélenchon effraie 99,9% des éditorialistes français. Économique et politique, avec la 6e République. Bien sûr, ouais, bien sûr. Et c'est vrai que parfois, il va y avoir une tendance à un petit peu camoufler ça. Parce que ça fait mauvais genre quand même de dire moi ça m'énerve que les richesses soient plus distribuées. On préfère attaquer sur le Venezuela, c'est un peu plus facile. Et moi je me rappelle par exemple quand Jean-Luc Mélenchon commençait à monter dans les sondages avant le premier tour en 2017, je me rappelle d'un dossier du Figaro absolument apocalyptique. Il y avait des titres, c'était le projet délirant du Chavez français, un éditorial qui s'appelait Vladimir Ilitch Mélenchon. Enfin voilà, c'était vraiment c'est une allusion à Lénine, hein. C'est Vladimir Ilitch Ulyanov Lénine, c'est pour ça. Il y avait aussi des allusions à Robespierre, à Chavez, à Fidel Castro. Enfin voilà, on avait sorti un petit peu les pistolets pour faire descendre Mélenchon parce que ça effrayait beaucoup de gens. Alors justement, il a un truc qui lui colle à la peau, c'est la 6e République. C'est un des points clés de son programme. Mais est-ce que c'est vraiment une attente des Français ? En général, c'est le passionné d'histoire, les républiques qui ont eu un nombre pair ont tout échoué. La seconde et la 4e, c'est vrai que je me pose la question. Ouais. Alors moi, juste, on va pas faire un débat sur la 4e République, mais je trouve la seconde. Mais on est assez sévère avec la 4e République, qui c'est vrai changeait toujours de président du Conseil, mais qui, quand on regarde dans le détail, il y a quand même une œuvre politique et sociale assez importante. Mais bon, on va évacuer ce sujet-là. Il faut comprendre la vision des Insoumis, qui est en fait une vision un petit peu mystique, parce que les Insoumis sont des passionnés de la Révolution française, Jean-Luc Mélenchon évidemment, mais d'autres comme Alexis Corbière. Et dans leur esprit, on ne peut pas changer le fond de la politique si on ne change pas les règles du jeu, c'est-à-dire la Constitution et la manière dont la politique se fait. Et du coup, en fait, ils s'inspirent des révolutionnaires jacobins de 1789, mais surtout de 1793, avec l'idée que on ne pourra pas changer la manière dont on fait la politique si on ne change pas les institutions. Et même si effectivement ce n'est pas une attente prioritaire des Français, même si quand même on peut constater que, par exemple, pendant les Gilets jaunes, beaucoup de gens protestaient contre la manière dont le peuple était finalement privé de son pouvoir. Et pendant la crise sanitaire, avec les conseils de défense qui se multiplient. Bien sûr. Beaucoup de gens en France pourraient argumenter, d'ailleurs avec justesse, pour dire que le peuple français intervient finalement assez peu en dehors de l'échéance présidentielle, dans la manière dont la politique se fait. Sauf qu'il y a pas le climat dans la Constitution. Oui, il n'y a pas un pays où le président ait autant de pouvoir qu'en France. Aux États-Unis, le pouvoir de Trump ou de Biden, c'est de la rigolade par rapport. Ouais. Justement, populisme ou gauche, c'est un choix, ça c'est vous qui l'écrivez. Ouais, bien sûr. Alors certes, c'est une manière de raccourci, mais de fait, ce choix existait en 2017. Et d'ailleurs, il existe toujours. L'idée est de dire qu'est-ce qu'il a manqué à Jean-Luc Mélenchon en 2017 pour accéder au second tour. Quel type d'électeur lui a-t-il manqué ? Certains vous diraient, en fait les deux options se défendent, Jean-Luc Mélenchon a trop effrayé les gens qui par exemple ont voté pour Benoît Hamon.
qui se disait oulala, qui n'a pas fait un gros score, soit dit en qui a passant. fait un gros score, notamment à cause de Jean-Luc Mélenchon qui lui a piqué plein d'électeurs. Mais certains vous diraient, ouais, Jean-Luc Mélenchon faisait trop peur en fait, il était trop radical. Sa posture anti-Union européenne était trop effrayante. Le fait que justement qu'il parle de Poutine en des termes assez favorables était trop effrayant. Donc il va falloir être le candidat de la gauche pour rassurer ses électeurs qui, je caricature, sont des bobos. Et l'autre option, c'était le populisme, c'était de dire au contraire, Jean-Luc Mélenchon n'est pas allé assez loin, il est encore trop favorable à l'immigration, il est encore trop doux sur l'Union européenne, il faut qu'il aille plus loin pour séduire un électorat populaire qui soit s'est abstenu, soit voté pour le Front National pour Marine Le Pen au premier tour. Du coup, il y avait ces deux options-là. Alors justement, avant qu'on fasse une petite pause, il est rouge-vert, Jean-Luc Mélenchon, mais il n'est pas islamo-gauchiste pour vous. Oui, alors c'est pas le vert de l'islam, c'est non, c'est le vert de l'écologie, comme évidemment. certains diraient. Oui. Moi, islamo-gauchiste, j'aime pas trop le terme, qui à mon avis est un petit peu caricatural. Et on en parlera peut-être après, mais Jean-Luc Mélenchon a une complaisance vis-à-vis de l'islamisme. En tout cas, dans son mouvement, c'est très fort. Il n'y a que dans la France insoumise que des élus, que des députés se sont ouvertement prononcés contre la dissolution du CCIF, par exemple. Par contre, sur l'écologie, Jean-Luc Mélenchon est très écolo. Consultatif contre l'islamophobie en France, c'est ça. Oui, qui est en fait une association qui était proche des Frères musulmans et qui a été dissoute par le gouvernement. Eh bien, merci Adrien Matou. Vous restez avec nous puisque vous allez répondre aux questions de nos auditeurs au 0826 300 300. Et vous pouvez interpeller notre invité sur son livre Mélenchon, la chute, aux éditions du Rocher. Et puis, vous pouvez également réagir, on en a parlé tout à l'heure, à cette Miss Provence visée par un flot d'injures antisémites. On en a parlé avec Salomon Malka, mais on peut en parler avec vous. Et puis, vous pouvez également réagir sur la désindustrialisation progressive, notamment du nord de la France. On vous écoute à partir de 13h14. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. Philippe David. Philippe David, Adrien Matou et vous au 0826 300 300. Et on part tout de suite à la Courneuve avec Safia. Bonjour Safia. Bonjour Safia. Oui, bonjour Philippe David. Je voulais prendre des nouvelles de votre fils Mathieu. C'est bien Mathieu qui s'appelle? Oui, c'est très gentil. Oui, il a eu le Covid. C'est adorable de votre part. Il a eu le Covid il y a 2 mois et demi. Il a dû finir aux urgences à l'hôpital, mais ça s'est très bien passé. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et j'en profite pour l'embrasser. Ça m'était resté sur le cœur et donc je suis rassurée. Ah, vous êtes adorable. Merci beaucoup. Je vais repasser à la thématique, donc puisque tout se passe bien, que je suis très contente. Très bien. Donc moi je suis complètement entre guillemets hors sol par rapport aux écrans et donc je suis très affûtée par rapport à l'actualité. Je me tiens au courant de tout. On est bien d'accord? C'est très bien. Donc par rapport à, excusez-moi, mais par rapport à Shlomo Molka tout à l'heure qui est venu faire un peu, on va dire, le plaidoyer communautaire parce que il a aussi cette logique de fonctionnement. Il a été aux commandes d'une radio communautaire qui est RCJ. Et donc moi je n'ai pas de problème, je suis complètement dans cette ouverture. Et par rapport à la polémique de la petite demoiselle Miss Provence. Ouais, la dauphine qui a été vilipendée à travers les réseaux sociaux. Insultée même, on peut le dire. Insultée, enfin dans toutes les logiques les plus diffamatoires, les plus au niveau des égouts, enfin tout c'est une abjectitude totale. Mais moi ce que j'observe sur le plan global, c'est que cette lutte de fonctionnement entre les communautés, moi je pense que c'est quelque chose qui est très obscur et très malsain qui se joue à travers les réseaux sociaux, et dès qu'on a une capacité à être, dans cette lutte de noirceur, et ben on agit. Et puis après, de l'autre côté, on a des gens qui sont en embuscade et qui s'érigent et avant debout. Par exemple, quand on nous dit que Marlène Schiappa, toute la communauté politique est vent debout, etc. Mais enfin, toute personne qui est censée effectivement, on va automatiquement être révulsé par le fait qu'on s'attaque à une petite demoiselle, etc. Je pense qu'il y a d'autres enjeux beaucoup plus graves qui se jouent, Daniel David, à travers ça. Alors par contre, je voulais vous dire sur Salomon Malka, que je connais bien, je l'avais reçu pour son livre « Dieu, la République et Macron ». Alors c'était publié aux éditions du Cerf, je l'ai reçu il y a à peu près, 1 an et demi, 2 ans, quand ce livre était sorti. Alors il n'est pas du tout communautaire. Alors il a travaillé à l'époque sur RCJ, radio communautaire juive. Ça, il n'y a pas de souci, il a été rédacteur en chef de l'Arche, mais c'est quelqu'un qui est
très attaché à la laïcité, etc. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Comment vous réagissez, Adrien Matou, quand vous voyez par exemple le déferlement de haine qu'il y a eu ce week-end, notamment contre Miss Provence? C'est absolument fou, non? C'est fou, mais ce qui est désolant, c'est que ça devient une habitude de voir Miss France. Moi, je me rappelle des années précédentes où c'était j'ai oublié son nom parce que j'avoue que je connais mieux les joueurs de foot comme vous que les Miss France. Et il y en avait une qui était guadeloupéenne il y a un an ou deux, Clémence Bottineau, qui avait été victime d'un torrent de bile raciste. Exactement. On a l'impression que chaque élection de Miss France est un prétexte maintenant. Mais moi, ce qui m'avait marqué ce qui me marque sur cette année, c'est que cette jeune femme a été est d'origine israélienne. Non, son père est israélo-italien. C'est ça, exactement. Et en fait, on a eu tous les déferlements de commentaires anti-sionistes. Oui. Ça me fait quand même beaucoup rire. Parce que elle n'a jamais dit qu'elle était sioniste. Déjà, on pourrait avoir un débat sur la définition du sionisme, mais ça montre bien que certains se camouflent vraiment, parce que. Mais justement, en lien avec votre livre, on a tout à l'heure parlé des discours indigénistes et surtout racialistes, parce que c'est ça qui est intéressant. Ouais. Est-ce que parfois Jean-Luc Mélenchon ne s'enferme pas dans ce discours racialiste ? Alors, lui, est-ce qu'il tient des discours racialistes ? Peut-être pas totalement. Par contre, il a une forme de complaisance à l'égard de gens dans son mouvement qui ont ces discours-là. Daniel Obono est sur cette ligne-là. Tous les gens issus du groupuscule Ensemble sont là-dedans. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon... Jean-Luc Mélenchon, ce qui est assez troublant, c'est que maintenant, il accuse les universalistes. On l'a vu accuser Charlie ou accuser Mon Journal Marianne d'être des fachos, quoi. Alors, ils appellent des bleus-bruns. Référence au... Alors, le bleu du républicanisme et le brun du fascisme. Ah non, le brun, c'est carrément le nazisme. Hein. Bah voilà. Chemises bleues, c'est les chemises noires, c'est les fascistes, les chemises brunes, c'est les nazis. Hein. Carrément nazi, autant de ne pas s'embarrasser de nuances. Et alors voilà, en fait, et pareil, il avait traité François Coq, qui était un membre de son parti, de son mouvement, qui était un laïc, de nationaliste. Et en fait, ce qui est troublant, plus que sa capacité à tenir des discours racialistes, c'est la manière dont il renvoie à l'extrême droite les universalistes, qui est une tactique rhétorique utilisée par tous ces gens-là, indigénistes et racialistes. Justement, Safia, vous parliez de communautarisme, vous habitez à La Courneuve. Alors, pour les auditeurs qui ne sont pas en Ile-de-France, c'est en banlieue nord de Paris, dans la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous assistez à un repli communautariste ? Je dirais que moi, qui suis très fluide et qui circule dans toutes les CSP, je dirais que ce repli, je le constate à tous les niveaux de la société. Après, sur le plan, si vous me dites en tant qu'observatrice et qu'en tant que courneuvienne pur jus, oui, il y a une évolution préoccupante de rétractation. Mais après, ça se joue aussi à l'échelle des responsables politiques. Un responsable politique à l'échelle du département, Monsieur Troussel, ou à la mairie de ma localité, Monsieur Poux. Eh ben, il y a qui est communiste. Une espèce de fermeture où est-ce qu'on a complètement, entre guillemets, livré les populations à elles-mêmes. D'accord. C'est ça le problème pour vous, c'est l'abandon des populations elles-mêmes. C'est une réalité pour vous, Adrien Matou, l'abandon des populations elles-mêmes dans ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, mais ça fait 25 ans qu'on en parle. Ah, bien sûr, il y a beaucoup de facteurs qu'il faudrait détailler, mais je pense que... Bon, ça c'est une banalité de dire ça, mais il faut quand même le répéter parce que c'est une réalité. Le recul des services publics et le retrait de la République de ces quartiers-là, forcément ça lâche le champ libre à toutes les passions et les groupes communautaires. Mais il y a aussi quand même un enjeu qui est qu'en rassemblant, pour que des gens s'assimilent et s'intègrent, il faut les mettre avec des gens qui sont déjà intégrés en fait. Et en rassemblant des gens qui viennent d'ailleurs dans les mêmes endroits, finalement, j'ai envie de dire, limite, on ne peut pas les blâmer d'être dans une forme de repli, quoi. Justement, par rapport à votre livre, on constate que les quartiers les plus populaires ont voté surtout Rassemblement National et pas France Insoumise. Beaucoup, notamment les territoires désindustrialisés du Nord, entre autres, du Pas-de-Calais plutôt. Est-ce que c'est pas l'incapacité de parler d'immigration qui crée cette perte électorale pour la France insoumise ? Alors qu'à l'époque, c'était des territoires communistes. Hein. Bien sûr. En fait, moi je pense que c'est même pas la France insoumise, c'est toute la gauche qui a considéré qu'elle ne devait pas aborder des thèmes qui seraient des thèmes intrinsèquement de droite. Il y a l'immigration, il y a la sécurité,
Il y a même, alors, comble absolu, la laïcité qui est devenue un thème de droite, ce qui est quand même surréaliste quand on s'intéresse un peu à l'histoire. Alors qu'en 1905, c'était un thème de gauche et que la droite était vent debout contre elle. Exactement, ce qui est quand même incroyable. La gauche s'interdit de parler de ces sujets-là, ou alors le fait dans des manières un petit peu hors sol. Mais les Insoumis avaient tenté de faire quelque chose en 2017. Alors évidemment, ils n'allaient pas adopter une posture de fermeté migratoire parce que ce serait s'aliéner l'électorat bobo. Mais ils avaient bricolé un discours, encore une fois, en disant il faut lutter contre les causes de l'immigration. L'immigration n'est pas forcément bénéfique, notamment pour les migrants, parce que quitter son pays est toujours une souffrance. Et du coup, il faut s'attaquer aux causes pour faire baisser l'immigration. C'était déjà un discours qui valait à Mélenchon des accusations de fascisme. Mais parce que le reste de la gauche, et notamment, il y avait une pétition initiée par Mediapart et Regard, qui sont deux médias de gauche. Regard, c'est le journal proche de Clémentine Autain, notamment. Exactement. Dont Clémentine Autain était à la tête de la rédaction. Exactement. Qui avait lancé une pétition pour dire le discours des Insoumis sur ces questions-là est une faute. Il faut ouvrir toutes les frontières et ne serait-ce que parler de la question de l'immigration, c'est une faute et une concession à l'extrême droite. Alors que c'est une des préoccupations majeures des Français selon les sondages. C'est une forte préoccupation des Français. Donc voilà, ça symbolise un petit peu cette incapacité de la gauche à traiter cette question-là qui, à mon avis, coûte très cher dans l'électorat populaire. Merci beaucoup à Safia de la Courneuve. Absolument, Safia, vous restez tous avec nous et vous restez avec nous, Adrien Matou, et on se retrouve dans quelques instants pour parler de tous les sujets qu'on a abordés, l'antisémitisme, la désindustrialisation, décidément je ne vais pas y arriver, et puis la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Vous êtes bien sur Sud Radio, vous l'avez entendu, et tout de suite nous partons à Guétari avec Florence. Ne perdons pas de temps. Bonjour, qu'est-ce Florence. que c'est beau, Guétari, sur la côte basque, à côté de Bidart, le Bab, Bayonne, Anglais de Biarritz. Bonjour Florence, j'allais vous dire Ongui et Tori. Bienvenue en basque. Mileshker. Ici, mais hier, on a eu un magnifique temps et c'est le Pays Basque, c'est-à-dire il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. C'est pour ça que c'est vert et que c'est beau. Mais il fait plus souvent beau qu'il ne pleut. On vous écoute, Florence. Non, pas du tout. Là, cette année, non, mais bon. Bonjour à Sud Radio. Donc moi je voulais parler par rapport à l'antisémitisme qui se passe. Bon, je vais vous dire, c'est toujours pareil. L'histoire, c'est que on laisse faire des choses inadmissibles dans notre pays. Comme vous l'avez dit, moi j'ai pas entendu, mais vous avez dit qu'on accusait l'extrême droite. Ça m'étonne. Je vais vous dire une chose, si l'extrême droite commence à se bouger pour faire du mal en France, je pense que ça sera, comme vous l'avez bien dit, on voit les drapeaux palestiniens du Maghreb, etc. C'est encore toujours les mêmes histoires. Monsieur Darmanin, là, il y a à Valence, il y a Monsieur le maire qui a voulu, de Valence, parce que moi, en fait, je suis de Valence, j'habite au Pays Basque, mais je suis de Valence. D'accord. Il a voulu donc enlever les aides sociales. C'est voilà. ça. Bon, ce qui est très bien, parce que moi je suis retournée dans mon pays il n'y a pas longtemps, c'est affreux, quoi. Ça a vraiment changé. Et il y a Darmanin, hier, j'ai vu, qui a dit non, mais il faut pas. Mais de quoi ils se mêlent? Ces gouvernements, on n'en peut plus. Moi, je n'en peux plus. Je me sens pas en sécurité en tant que femme. On laisse trop faire. Donc vous dites, quoi faire avec ces plateformes? Mais malheureusement, il faut déjà changer le gouvernement. Et puis voilà, et mettre des gens compétents qui ont la fermeté de vouloir changer. C'est un État mafieux, on le voit bien aujourd'hui. Ça, je vous laisse responsable de vos propos. Comment? Oui, ça n'engage que moi. Mais quand votre invité, il a fait un livre sur Mélenchon, je veux bien. Moi, à l'époque, j'avais hésité entre Le Pen et Mélenchon. Mais quand je voyais Mélenchon qui était pour l'immigration, la TAFTA, à l'époque, il était pour. Alors je rappelle, le TAFTA, c'était le Transatlantic Free Trade Association, le traité transatlantique de libre-échange. Il était pour moi. Là-bas, j'ai voté pour elle. À la base, j'étais pas le péniste du tout. J'avais jamais voté de ma vie parce que moi, ma vie, j'ai toujours bien faite. J'avais besoin de personne. Mais quand je vois l'État, mais complètement inadmissible, comment il dirige notre pays, je veux dire, les agriculteurs sont en suicide. Tout va mal et on fait encore là avec le Mercosur. Non, le Mercosur, c'est l'accord de libre-échange avec le Brésil, l'Argentine, les pays d'Amérique latine. Restez avec nous, Florence. Je vais faire réagir justement Adrien Matou. Je vous ai dit, vous l'avez dit, l'incapacité de la France insoumise et de la gauche de parler d'immigration, les coupes d'une grande partie de l'électorat. Vous entendez Florence qui dit « J'ai hésité entre Mélenchon et Le Pen ».
au moment de voter à la présidentielle. Et pas que d'immigration, aussi des fondements historiques de la gauche, les agriculteurs par exemple. Comment par exemple expliquer ça? Aujourd'hui, les gens ils hésitent entre Mélenchon et Le Pen, alors que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais ceci dit, ça illustre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le populisme et la gauche, c'est-à-dire que les électeurs comme Florence ils sont nombreux. Oui, je pense qu'ils sont assez nombreux. En tout cas, ils l'étaient en 2017. C'est-à-dire que alors moi, il faut préciser que j'utilise populisme dans un sens qui n'est pas péjoratif. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont vous dire populisme en pensant démagogie. Moi, je suis pas du tout sur cette utilisation-là du terme populisme. Je pense que le populisme est un désir qui émane notamment des gens qui sont des classes populaires et qui considèrent qu'on a un petit peu, depuis ces 40 dernières années, fait la politique des élites, que ce soit au point de vue économique, que ce soit au point de vue politique, ou que ce soit au point de vue sociétal. Et en gros, il y a un désir qui est à la fois de reprendre le pouvoir, les Gilets jaunes l'ont montré, de plus de justice économique, moins de ravage du capitalisme, et aussi ce qu'on appelle l'insécurité culturelle, c'est-à-dire une envie de reconnaître un petit peu son pays, de le voir être fidèle aux valeurs qui sont les siennes. Et je pense qu'il y a tout ça dans le populisme. Et Jean-Luc Mélenchon avait en partie essayé de répondre à cette aspiration en 2017, plus qu'il le fait aujourd'hui. Je fais juste une petite incise. Je pense quand même que sur le TAFTA et sur tous les traités de libre-échange, Jean-Luc Mélenchon a toujours été contre, il me semble. En tout cas, je crois aussi. Mais ouais. je voudrais poser une question à Florence, et ça appelle beaucoup au standard. Après, on prendra Rudy. Florence, vous dites, j'ai hésité en 2017 entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. C'est une question indiscrète, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Originellement, je ne connais pas votre âge et ça ne se demande pas à une femme, vous aviez plutôt une sensibilité politique de gauche ou de droite? Ou du centre, Oui, ben moi je suis une hippie à la base, je viens de la montagne, je suis une surfeuse, donc voilà, on va dire que je suis bien sûr Mitterrand, à la base, je parle Mitterrand, Coluche, etc. Mais quand j'ai vu comment ça s'est passé, et c'était pas en 2017 que j'ai commencé à voter Le Pen, c'est juste avant, ça fait 2 mandats, bref. Mais bon, bien sûr, moi je suis pour le peuple, donc j'avais hésité Mélenchon, Le Pen, et quand je me suis renseignée, je les ai écoutés, et voilà, c'est vrai que Mélenchon, immigrationniste, la TAFTA, le jeune homme là qui devrait se renseigner, au début il était pour, renseignez-vous bien. Adrien et après il a vu que ça prenait bien, il était contre. Mais moi c'est sûr que déjà je donne ma voix pour une femme qui va nous protéger, parce que là on n'en peut plus. Moi je comprends pas qu'on laisse faire des choses comme ça, des insultes, que ce soit Mila, que ce soit c'est toujours pareil en fait. On va faire réagir. Merci beaucoup Florence de Guettari, je vous le dis en basse comme l'avait dit Mileshker et Ikouchart. Justement Adrien Matou, cette demande de sécurité, est-ce que quelque part c'est pas le retour? On était dans la mondialisation heureuse, le fameux concept d'Alain Minck. Est-ce qu'on revient pas un peu dans je vais dire, faire un anglicisme, small is beautiful, c'est-à-dire le petit c'est le beau, et que finalement on est bien, on a besoin d'une protection, et que l'État-nation c'est la protection qui vient naturellement à l'esprit? En fait, c'est un débat qui prend de plus en plus d'ampleur, mais qui existe depuis, on va dire les années 80, et même je pense que le référendum sur le traité de Maastricht en 1992, c'était un petit peu la première fois que cette question était vraiment posée depuis le début de la globalisation. Ensuite, en 2005, nouveau référendum sur l'Europe, on a bien vu qu'une majorité des Français étaient sur cette position-là, de dire la mondialisation fait plus de mal que de bien, il faut s'en protéger. Mais après, il y a eu le traité de Lisbonne. Après, voilà, les parlementaires et Nicolas Sarkozy ont décidé de mettre à la poubelle ce résultat-là. Mais c'est comme disait Coluche, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours. Ouais, c'est ça. Mais en gros, en fait, on peut très bien ignorer le résultat du peuple français comme l'a fait Sarkozy, mais les clivages ne disparaissent pas. Et aujourd'hui, le cas de Florence le montre bien. La division droite-gauche s'est un petit peu affaiblie, même si elle existe encore, au profit de cette division-là entre des gens qui pensent que la mondialisation est un processus très bénéfique et qu'il faut encourager l'insertion de la France dans la mondialisation. Emmanuel Macron incarne tout à fait cette tendance-là. Et des gens qui pensent qu'il faut s'en protéger. Alors après, vous aurez différentes sensibilités. Vous aurez Marine Le Pen, vous aurez Jean-Luc Mélenchon. Désolé de revenir sur les traités de libre-échange. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est contre les traités de libre-échange depuis beaucoup plus longtemps que Marine Le Pen et le Front National ou le Rassemblement National. Mais en tout cas, il y a différentes manières de combattre la mondialisation. Alors Jean-Luc Mélenchon sera beaucoup plus immigrationniste que Marine Le Pen.
ce qui peut lui causer préjudice. Mais voilà, cette tendance-là, elle est forte et elle dépasse le clivage gauche-droite. Merci à Florence de nous avoir appelés. On était d'un côté des Pyrénées, là, avec la côte basque, et on va partir, je crois, du côté de côté Catalogne. Absolument, avec Ruby. Bonjour Ruby. Bonjour Ruby. Bonjour à tous, bonjour Sud Radio. Bienvenue sur Sud Radio, nous vous écoutons. André, on était tout à l'heure à l'écoute de la station, et c'est vrai que très heureux d'avoir écouté cet hommage à un certain Alexis Pinturo, multimédaillé en Coupe du Monde maintenant. Oui. On voulait porter un petit éclairage, puisqu'on est ici pour défendre un peu aussi les Pyrénées, leur ski. D'ailleurs, on attend dans quelques minutes maintenant les premières glissades d'une certaine Carole Delga qui va venir nous rejoindre pour promouvoir... Alors c'est la présidente de la région Occitanie, je le dis, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on nous écoute un peu partout en France. Voilà. Et pour nos amis Biarro. Et dans l'idée, c'était aussi pour apporter un petit éclairage sur un garçon qui vient d'être élu le sportif préféré des Français en 2020. Qui s'appelle Martin Fourcade et qui possède 83 victoires en Coupe du Monde et qu'un tube champion olympique. On a oublié 33 globes de cristal, de cristal sur tout l'ensemble de sa carrière. Ah, c'est sûr que Martin Fourcade, qui est du côté de chez vous d'ailleurs, qui est des Pyrénées catalanes, lui, il a une telle armoire des trophées que le musée du Louvre n'y suffirait pas maintenant. C'est sportif de l'année selon le journal Midi Libre. Oui, selon Midi Libre. C'est ça. Absolument. Voilà. Et vous vouliez intervenir, Ruby, sur l'actualité également ? L'actualité, à vrai dire, pour nous montagnards qui aimons la montagne, le moment est pour nous d'aller chausser les divers équipements qui nous sont permis à l'heure actuelle, malgré la fermeture des stations. Donc ski de fond, j'imagine. On invite tout le monde, pourquoi pas ici au Puigmal, en Pyrénées catalanes, pour nous rejoindre, pour bénéficier de tous les bienfaits de cette montagne, avec, j'allais dire, ou sans remontée mécanique. Si je ne m'abuse, c'est en Cerdagne ? Exactement. C'est un des plus beaux endroits que je connaisse, la Cerdagne, c'est absolument magnifique. Tiens, on va faire réagir Adrien Matou. Excusez-moi, mais ça me fait encore rire, 3 semaines après. Les pistes de ski ouvertes avec les remontées mécaniques fermées, vous dites quoi ? Bienvenue chez Kafka ou bienvenue au royaume du Pérubu ? Oui, c'est le genre d'absurdité administrative dont la France est spécialiste. Mais il y en a d'autres qui me font sourire. Quand je suis allé faire mes courses de Noël, quand on voit le nombre de personnes à la FNAC et qu'on se dit que les théâtres et cinémas sont encore fermés, on se dit que voilà, c'est pas la seule absurdité qu'on a constatée ces dernières semaines. Et on a un appel pour... On va saluer quand même, excusez-moi, j'ai salué en basque Florence de Guettari. Je vais dire au revoir en catalan à notre ami Ruby. Adeu, bona tarda. Absolument, et on avait un auditeur qui souhaitait réagir au propos de Florence qui nous appelait de Guettari. C'est Samy qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Samy. Bonjour Samy. Allô ? Bonjour Oui. Samy, bienvenue sur Sud Radio, nous vous écoutons. Merci. Moi, j'aimerais interagir en fait sur les propos de Florence concernant les drapeaux palestiniens et maghrébins qui flottent sur le territoire français. Non, elle disait sur les comptes Twitter qui insultaient April Benayoum. C'était sur April Benayoum. Voilà. Autant pour moi, j'avais pas très bien compris. Donc, Non, parce que Florence de Guettari, donc au Pays Basque, nous parlait des propos insultants antisémites, et c'était beaucoup de photos de profil, avait soit le drapeau palestinien, beaucoup de drapeaux palestiniens, soit le drapeau algérien, marocain, etc. Voilà pourquoi. Mais si vous voulez réagir sur l'actualité, on est à votre écoute, Samy, vous êtes le bienvenu. Et peut-être même que ce sujet vous fait réagir. C'est toujours pareil, si on amène ça encore... aux Maghrébins, aux Palestiniens, cette dame-là, je pense pas qu'elle a bien fait de parler sur ce fond-là, parce que là, encore une fois, ce qu'elle veut dire en fait, c'est que c'est les Arabes qui insultent les Juifs. Bon, je vois pas intérêt de faire ça. Alors c'est pas vrai, parce que moi j'ai vu sur le compte Twitter, il n'y avait pas de drapeau palestinien ni de drapeau maghrébin. Pardon. Alors personnellement, nous on a fait des captures d'écran qu'on a imprimées quand j'ai fait le lancement. Vous avez raison, il n'y avait pas que ça c'est clair. Mais justement, vous comment vous réagissez quand vous voyez ça ? Parce que moi je condamne, je suis le premier à condamner ça. C'est de la gaminerie, c'est des enfants, c'est des gens qui sont irresponsables. Au jour d'aujourd'hui, on peut pas. Voyez, moi je suis marocain. Là, le Maroc et Israël, ils ont remis leur vous êtes au courant là. Oui, bien sûr. Les relations diplomatiques. On n'a aucun problème. Mais alors, le problème ne devrait même pas exister. Juifs, musulmans, ça ne devrait même pas exister et c'est condamnable. Il faut arrêter parce que si on reste sur ça, sur cet engrenage-là, maghrébin, palestinien, non, cette dame-là, elle a fait une erreur. Moi, je suis pour la paix des peuples. Il faut arrêter de tout le temps. Ah, mais on est tous pour, bien évidemment.
voilà, on écoute Sud Radio et merci à Sud Radio parce que vous nous donnez la chance de parler vrai, comme vous dites, et on parle vrai. C'est bien, mais il faudrait éviter aussi des petits amalgames comme ça, parce que les jeunes, ils sont bêtes, et là, on leur donne un gâteau en parlant de ces là. Oui, il y a peut-être des drapeaux palestiniens et maghrébins, je m'excuse parce que je ne les ai pas vus, j'ai pas fait attention à ça. Alors, je vous dire, il y a eu 40 000 tweets, hein. Alors c'est sûr que 40 000 tweets, on ne peut pas tous les voir, moi je ne les ai pas vus non plus en préparant l'émission. Ni vous, Augustin, 40 000, on n'avait pas le temps de les regarder. Mais par contre, restez avec nous, Samy. Vous avez entendu Adrien Matou, Samy Dimitri Moé, qui dit moi, je suis d'origine marocaine, je suis content qu'on soit en paix avec les Israéliens, etc. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un problème aujourd'hui en France? C'est qu'on entend surtout les ultras, c'est-à-dire les indigénistes, ceci, cela, et pas les gens comme Samy qui, eux, veulent qu'on vive ensemble bien et en paix. Lui dit même entre Israël et le Maroc, hein, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, c'est en partie lié au fonctionnement des médias et des réseaux sociaux qui font remonter les discours les plus extrémistes, les plus clivants, les plus violents. Mais d'ailleurs, moi je le constatais, pour revenir au sujet France Insoumise, les Insoumis, certains pensent que pour conquérir le vote des banlieues, bon déjà qui est une conception curieuse de la politique. Oui, c'est comme le vote juif, le vote catho, oui, ça ne veut rien dire. C'est ça. Il faudrait justement tenir un discours complaisant, un petit peu pas du tout laïque, etc. Mais en vérité, il suffit de faire un tour dans les quartiers populaires autour de Paris pour constater que tous les gens d'origine maghrébine, arabe, qui habitent dans ces quartiers-là, n'attendent pas du tout de la complaisance à l'égard de l'islamisme. D'ailleurs, un paquet d'entre eux, presque au contraire, oui. Un paquet d'entre eux connaissent très bien les ravages de l'islamisme, notamment dans l'Algérie des années 90. Oui. Et, où des dizaines de milliers d'Algériens ont fui l'Algérie pour fuir les attentats et le terrorisme. Exactement. Donc en réalité, ils ne sont pas du tout gênés par un discours républicain et laïque qui n'est pas dirigé contre une religion en particulier, mais qui, c'est vrai, s'attaque à l'islamisme. Alors que originellement, la loi sur la laïcité s'attaquait au catholicisme. Bien sûr, de manière très claire et très nette. On remercie Samy Dimitri Mory. Absolument, merci Samy. Et vous l'avez entendu, Adrien Matou répond sans détour à vos questions. Alors vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Tous les sujets que nous avons abordés vous font réagir et nous sommes preneurs de tous vos avis sur Sud Radio. À tout de suite. À midi 14h, Philippe David. Vous le savez, vous aurez la parole à la seule condition de nous contacter au 0826 300 300. Et pour l'instant, on continue l'interview avec Adrien Matou, auteur de Mélenchon, la chute aux éditions du Rocher. Oui, il fallait qu'on continue à vous interviewer parce que il y a une phrase, vous dites que pour vous, le début de la chute de LFI, comme c'est Mélenchon la chute, c'est « La République, c'est moi ». Vous savez, la fameuse phrase « La République, c'est moi ». Pourquoi ? Il y avait déjà peut-être un déclin à ce moment-là, mais la chute libre commence lors des perquisitions, c'était en octobre 2018. Et c'est vrai que, alors je m'étends pas outre mesure sur le sujet dans mon livre, parce que de fait, je pense que c'est l'épisode que tout le monde a en tête sur Mélenchon les 3 dernières années. Ah oui, ça c'est clair. Tout le monde se dit, ah Mélenchon, il a pété un plomb pendant les perquisitions. Et en fait, si vous regardez les études d'opinion, l'image de Mélenchon se détériore considérablement à partir de ce moment-là et de ces images-là. Et beaucoup de gens qui, je pense, hésitaient à faire confiance à Jean-Luc Mélenchon, qui en fait avait en tête déjà ses défauts. Il se disait déjà, il est quand même un petit peu colérique, il est un peu volcanique, c'est quelqu'un qui peut perdre le contrôle. Là, et finalement, Mélenchon, il leur a donné le bâton pour se faire battre. Et à partir de ce moment-là, les gens ont eu tendance à résumer un petit peu la dérive de Mélenchon à cet épisode des perquisitions, qui en fait, ce qui est reproché à Mélenchon, c'est moins le fait de se faire perquisitionner que son attitude pendant cet épisode vis-à-vis des forces de l'ordre. Ça, c'est une vraie question, mais justement, c'est pour vous, c'est un cap, et c'est une césure à ce moment-là qui est irrattrapable? Irrattrapable, je sais pas, tout peut aller très vite en politique et les gens peuvent oublier beaucoup de choses, mais de fait, quand on regarde les sondages, c'est absolument spectaculaire. Je crois que l'IFOP avait utilisé le terme rupture d'opinion, qui est en fait un terme très rare, pour montrer un basculement complet de la vision qu'ont les gens. Et en fait, pour être président, il ne faut pas seulement avoir un bon programme, il faut faire président. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, en 2017, il faisait président quelque part. Il était calme, il était pédagogue, il était bon en débat. C'était le seul tribun. Voilà, il était à la fois charismatique, mais aussi... Alors, il inquiétait beaucoup de gens, mais il était un petit peu rassurant quand même, il s'était assagi. Et là, est-ce qu'il fait président quand on repense aux images des perquisitions? Beaucoup de Français se posent la question. Alors justement, vous parlez dans votre livre, je vous cite, c'est à la fin et au début, on revient au début, d'autocratie gazeuse, d'accord? Et
le soir du premier tour, Mélenchon dit on ne représente pas une secte, mais le peuple français. Est-ce que la France insoumise a un fonctionnement, je mets 3000 guillemets, sectaire? Parce que l'autocratie gazeuse, on se pose des questions de ce que c'est. Alors sectaire, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est quand même un fonctionnement très particulier. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il a créé la France Insoumise en rupture avec ce qu'il a vécu et constaté au Parti Socialiste, c'est-à-dire une organisation de parti classique de type pyramidal, avec des échelons, des comités voilà, qui s'élisent les uns les autres. En fait, Jean-Luc Mélenchon, il constate, d'ailleurs sans doute à raison, que la vie des militants est complètement parasitée par ce type de fonctionnement parce qu'ils pensent à une seule chose, c'est progresser dans les instances du parti, faire des batailles de courant, s'écharper pendant des heures sur le placement d'une virgule pendant les motions. Donc voilà, lui, il veut absolument rompre avec ça, il veut que l'énergie des militants et des cadres soit entièrement tendue vers le fait de conquérir le cœur et la raison des Français. Et du coup, il a créé la France Insoumise. Ceci dit, il a quand même pas trouvé la forme idéale parce que la France Insoumise est un mouvement, il l'a dit lui-même, qui est gazeux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure, il n'y a aucune organisation. Il y a juste des groupes de militants partout sur le territoire français qui ont autonomie complète dans leurs actions, mais qui n'ont aucune influence sur la ligne politique du mouvement. Il n'y a pas de débat militant, il n'y a pas de vote interne. C'est Jean-Luc Mélenchon et les cadres qu'il conseille qui décident de absolument tout. C'est qui les cadres qu'il conseille? Ils ne sont pas très nombreux. Ils ne sont pas très nombreux, mais en fait, dans la France Insoumise, tout tourne quasiment autour du groupe parlementaire. Le groupe parlementaire a une influence très forte. Donc il y a Adrien Quatennens, Alexis Corbière, Clémentine Autain, Daniel Obono, François Ruffin, Mathilde Panot, il y en a une quinzaine. Mais c'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui a le dernier mot sur quasiment tout. Et en vérité, quand vous êtes militant de la France Insoumise, vous avez à la fois une autonomie d'action, vous pouvez un peu faire ce que vous voulez. Par contre, vous n'avez aucune influence sur la ligne du mouvement. Justement, c'est une grande question qu'on se pose. Vous allez tout à l'heure parler de ces influences jacobines. Est-ce que justement, pour rassembler et peut-être conquérir justement un électorat d'extrême droite, ou en tout cas du Rassemblement national, une ligne girondine ne serait-elle pas plus judicieuse ? De plus concerner les territoires, les régions, parce que vous l'avez dit, c'est un mouvement qui n'a pas d'influence, et vous parliez tout à l'heure des militants sur tout le territoire, qui ne c'est pas vraiment jacobin, en tout cas dans ce fonctionnement-là. Oui, c'est vrai. Alors je suis pas sûr que... Bon, déjà, ce sera compliqué de transformer les insoumis en girondins. Je vous souhaite bien du courage. Ceci dit, est-ce que les gens... Alors, ça dépend ce qu'on appelle le jacobinisme et le girondisme, parce que souvent, on caricature ce que c'est qu'être jacobin. On dit, alors les jacobins, ils veulent que tout soit décidé à Paris et que les gens n'aient aucune influence, etc. Alors que les girondins sont plus sur les territoires. Mais on a vu quand même que, par exemple, je crois que le Parti communiste a fait quasiment les mêmes scores que la France insoumise au municipal. Donc on voit que dans les territoires, la France insoumise a du mal à prendre. Oui, c'est vrai. Mais en fait, si vous voulez, la forme que prend la France insoumise est plus à rapprocher justement de la mentalité trotskiste. C'est-à-dire, c'est un petit groupe de révolutionnaires qui va faire la révolution plutôt que quelque chose de populaire, parce que dans la pensée jacobine est toujours adossée au peuple. C'est toujours la souveraineté du peuple qui doit prévaloir. Donc à mon avis, c'est pas forcément incompatible. C'est juste que cette culture girondine de la différenciation n'est pas du tout dans la mentalité des insoumis. Dans votre livre, vous dites qu'ils sont passés à côté des gilets jaunes. Pourquoi ? C'est une vraie question. Alors, je pense que... Parce que ça a été le grand mouvement des 30 dernières années, en clair. Et en fait, ce qui était assez étonnant, c'est que les Gilets jaunes, quand ils sont nés, ils semblaient valider un petit peu les intuitions de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon parle depuis des années d'une révolution populaire, d'un soulèvement citoyen contre la Ve République, et c'était en partie le cas des Gilets jaunes qui demandaient le RIC. Le référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Donc un sentiment, on parlait du populisme tout à l'heure, un sentiment de dépossession de la politique, une demande de plus de justice sociale. C'était quand même, sur le papier, ça correspondait beaucoup au programme de Jean-Luc Mélenchon. Et les propositions des Gilets jaunes étaient en conformité assez grande en réalité avec l'avenir en commun, le programme des Insoumis. Pourquoi ça n'a pas marché ? À mon avis, deux raisons. Une raison qui tient aux Gilets jaunes eux-mêmes, qui en fait refusaient complètement toute récupération. Et même, j'entendais beaucoup de Gilets jaunes dire « moi je fais pas de politique », alors qu'en réalité ils ne faisaient que ça. Mais en tout cas, ils étaient contre la politique politicienne, donc personne n'aurait pu les récupérer. Mais aussi, c'était le moment où les insoumis avaient choisi de parler à la gauche plutôt qu'au peuple.
Ils avaient d'ailleurs à ce moment-là, ils avaient déjà nommé Manon Aubry comme tête de liste aux européennes. Absolument. Manon Aubry, vous la mettez sur un rond-point avec des gilets jaunes, je pense qu'il y a quand même un choc des cultures. Et je pense que cette inflexion politique des Insoumis ne les a pas aidés du tout pour parler aux gilets jaunes. Justement, il nous reste 2 minutes à la fin de votre livre. Vous dites qu'entre avril 2017 et mai 2019, avril 2017, c'est les présidentielles, et de mai 2019, c'est les européennes, la LFI est devenue illisible, et la conséquence, c'est le résultat aux européennes. Ouais, bien Parce sûr. que le score a quand même été divisé par 3 et avec une participation bien moindre. Voilà, je crois qu'il y a une perte de 6 millions d'électeurs quasiment, ce qui est quand même énorme. La France insoumise est devenue illisible, alors en partie à cause des perquisitions bien sûr, mais aussi à cause des louvoiements de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas vraiment décidé. En 2017, il avait une stratégie populiste. En 2019, il a plus essayé de parler à la gauche. Il s'est mis à ressembler beaucoup plus à Europe Écologie Les Verts, au PS, à Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Ça n'a pas payé, les Insoumis ont perdu leur spécificité et ça s'est payé très chèrement dans les urnes. Est-ce que vous pensez, pour conclure, il nous reste à peine 2 minutes, même pas, que tant que Jean-Luc Mélenchon fera de la politique, c'est la garantie d'un affrontement Macron-Le Pen au second tour de la présidentielle ? Est-ce que ça empêchera la gauche d'arriver au second tour ? Alors, est-ce que c'est la faute de Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas, parce que Jean-Luc Mélenchon a fait quand même avancer la gauche sur pas mal de sujets. Il fait des meilleurs scores que le PS habituel. Ouais. Et puis c'est encore le candidat le plus prometteur pour la gauche s'il y avait une union de la gauche, ce qui n'arrivera pas. Jean-Luc Mélenchon a quand même fait avancer la gauche sur certains débats, notamment sur le sujet de l'Europe. Je ne sais pas si c'est lui qui bloque. C'est juste que est-ce que la vie politique française est adaptée au clivage gauche-droite aujourd'hui ? Parce que Marine Le Pen ne se réclame pas de la droite, elle se réclame d'un populisme. Et Emmanuel Macron ne se réclame ni de la gauche ni de la droite. Il a dit qu'il allait dépasser ça pour faire le progressisme. Donc en réalité, on peut se poser la question de la pertinence de la notion de gauche, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui divisent la gauche aujourd'hui. Et selon la lecture qu'on a de ce clivage politique, on peut en tirer des conclusions très différentes. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon ne doit pas être considéré non plus comme le responsable de la faillite de la gauche, qui, à mon avis... Ah non, c'est pas ce que je disais. Oui, bien sûr. Mais voilà, il y a une petite tendance à gauche à dire Mélenchon bloque tout, sans lui on y arriverait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau et ce serait la faute à Mélenchon. Merci beaucoup. Merci. Adrien Matou, auteur de Mélenchon, la chute, comment la France insoumise s'est effondrée. C'est publié aux éditions du Rocher. Absolument, et vous pouvez réécouter cette émission si vous êtes arrivé en si bon chemin, sur un podcast sur sudradio.fr ou sur notre chaîne YouTube. Et puis vous pouvez également donc acheter le livre d'Adrien Matou aux éditions du Rocher. Et puis on se retrouve tout de suite avec Brigitte Lahaye qui répond à une grande question qui pourrait prendre des heures et des heures, mais là elle prendra 2 heures. C'est comment réussir à faire durer son couple sur le long terme. À tout de suite et on se retrouve demain avec Philippe David. Absolument.